Voilà un enregistrement de La ferme des animaux par George Orwell, raconté par Right Ear Audio. Chapitre 3. Comme ils trimaient et prirent de la perne pour rentrer le foin. Mais leurs efforts furent récompensés car la récolte fut plus abondante encore qu'ils ne l'auraient cru. À certain moment, la besogne était tout à fait pénible. Les instruments agrès avaient été inventés par les hommes et non pour les animaux, et ceux-ci en subissaient les conséquences. Ainsi, aucun animal ne pouvait se servir du moindre outil qui l'obligeait à se tenir debout sur ses pattes de derrière. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvaient le moyen de tourner chaque difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce du terrain et s'y attendaient à faucher et à rateler mieux que Jonas et ses gens leur vie durant. Les cochons, à vrai dire, ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leur connaissance supérieure, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Malabar et Douce s'attelaient tout seuls au râteau ou à la faucheuse. Ni mort ni reine n'étaient plus nécessaires, bien entendu. Ils appétaient le champ en long et en large, un cochon à la trousse. Celui-ci s'écriait « Udia, camarade !» ou « Hola, ô camarade !» suivant le cas. Et chaque animal, jusqu'au plus modeste, besognait à faner et à ramasser le foin. Même les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules. Et ainsi, la fenaison fut achevée 2 jours plus tôt qu'au temps de Jonas. Qui plus est, ce fit la plus belle récolte de foin que la femme ait jamais connue. Et nul gaspillage car poules et canards, animaux à l'œil prompt, avaient glané jusqu'au plus petit brin. Et pas un animal n'avait dérobé, ne fût-ce qu'une bouchée. Tout l'été, le travail progressait avec une régularité d'horloge. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui passait les espérances. Tout aliment leur était plus délectable d'être le fruit de leurs efforts, car désormais c'était là leur propre manger, produit par eux et pour eux, et non plus pour leur monde, accordé à contre-cœur d'un maître parcimonieux. Une fois délivrés de l'engeance humaine, des bons en rien, des parasites, chacun d'eux reçut en partage une ration plus copieuse. Et quoique encore peu expérimentés, ils eurent aussi des loisirs accrus. Oh, il leur fallut faire face à bien de difficultés. C'est ainsi que, plus tard dans l'année et le temps venu de la moisson, il dut dépiquer le blé à la mode d'autrefois et, faute d'une batteuse à la ferme, chasser la glume en soufflant dessus. Mais l'esprit de ressource des cochons ainsi que la prodigieuse musculature de Malabar les tirait toujours l'embarras. Malabar faisait l'admiration de tous. Déjà connu à l'époque de Jonas pour son cœur à l'ouvrage, pour lors il besognait comme 3. Même certains jours, tout le travail de la ferme semblait reposer sur sa puissante encolure. Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé accord avec l'un des jeunes coqs pour qu'on le réveille une demi-heure avant tous les autres et dévança l'horaire et le plan de la journée. De son propre chef, il se portait volontaire aux tâches d'urgence. À tout problème et à tout revers, il opposait sa conviction. « Je vais travailler plus dur ». Ce fut là sa devise. Toutefois, chacun
œuvrait suivant ses capacités. Ainsi, les poules et les canards récupèrent 10 boisseaux de blé en recueillant les grains disséminés ça et là, et personne qui chapadait ou qui se plaignait des rations. Les prises de bec, bispile, humeur ombrageuse, jadis monnaie courante, n'étaient plus de mise. Personne ne tirait au flanc, enfin, presque personne. Le bille, avouons-le, n'était pas bien matineuse et se montrait incline à quitter le travail de bonne heure, sous prétexte qu'un caillou lui agaçait le sabot. La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était introuvable quand l'ouvrage requirait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour réapparaître au repas, ou le soir après le travail fait, comme si de rien n'était. Mais elle se trouvait des excuses si excellentes et ronronnait de façon si affectueuse que ses bonnes intentions n'étaient pas mises en doute. Quant à Benjamin, le vieil âne, depuis la Révolution, il était demeuré le même. Il s'acquittait de sa besogne de la même manière lente et têtue, sans jamais renacler, mais sans zèle inutile non plus. Sur le soulèvement même et ses conséquences, il se gardait de toute opinion. Quand on lui demandait s'il ne trouvait pas son sort meilleur depuis l'éviction de Jonas, il s'en tenait à dire « Les ânes ont la vie dure. Aucun de vous n'a jamais vu mourir un âne. » Et de cette réponse sibylline, on devait se satisfaire. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit déjeuner 1 heure plus tard que d'habitude. Puis c'était une cérémonie renouvelée sans faute chaque semaine. D'abord, on hissait les couleurs. Boule de Neige s'était procuré à la solerie un vieux tapis de table de couleur verte qui avait appartenu à Madame Jonas et sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Ainsi donc, dans le jardin de la ferme, tous les dimanches matins, le pavillon était hissé au mat. Le vert du drapeau, expliquait Boule de Neige, représente les verts pâturages d'Angleterre, la corne et le sabot, la future république, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnèrent ensemble la grange. Là se tenait une assemblée qui était l'assemblée générale, mais qu'on appelait l'assemblée. On y établissait le plan de travail de la semaine et on y débattait et adoptait différentes résolutions. Celles-ci, les cochons les proposaient toujours, car si les autres animaux savaient comment on vote, aucune proposition nouvelle ne leur venait à l'esprit. Ainsi, le plus clair des débats était l'affaire de Boule de Neige et Napoléon. Il est toutefois à remarquer qu'il n'est jamais d'accord. Quel que fût l'avis de l'un, on savait que l'autre y ferait pièce. Même une fois décidé, et personne ne pouvait s'élever contre la chose elle-même, d'aménager en maison de repos le petit enclos en tenant au berger. Un débat orageux s'ensuivit. Quel est, pour chaque catégorie d'animaux, l'âge légitime de la retraite? L'assemblée prenait toujours fin aux accents des bêtes d'Angleterre et l'après-midi était consacré aux loisirs. Les cochons avaient fait de la sellerie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et les métiers, les techniques du maréchal ferrant ou celles du menuisier, par exemple à l'aide de livres ramenés de la ferme. Boule de Neige se préoccupèrent aussi de répartir les animaux en commissions, et sur ce terrain, il était infatigable. Il constitua pour les poules la commission des pontes, pour les vaches la ligue des queues de vaches propres, pour les réfractaires la commission de rééducation des camarades vivant en liberté dans la nature, avec pour but d'apprivoiser les rats et les lapins,
et pour les moutons le mouvement de la laine immaculée et encore d'autres instruments de proselytie sociale, outre les classes de lecture et d'écriture. Dans l'ensemble, ce projet connut l'échec. C'est ainsi que la tentative d'apprivoiser les animaux sauvages avorta presque tout de suite, car il ne changeait pas de conduite et il mit à profit toute velléité généreuse à leur égard. La chatte fit de bonne heure partie de la commission de rééducation, et pendant quelques jours il montra de la résolution. Même une fois, on la vit assise sur le toit parlementant avec des moineaux hors d'entente. Tous les animaux sont désormais camarades. Aussitôt Moineau pouvait se percher sur elle, même sur ses griffes. Mais les moineaux gardaient leur distance. Les cours de lecture et d'écriture, toutefois, eurent un vif succès. À l'automne, il n'y avait plus d'illettrés, autant dire. Les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'y intéressent qu'aux 7 commandements. Edmé la chèvre s'en tirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire aux autres la lecture des fragments de journaux découverts aux ordures. Benjamin l'âne pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. « Que je sache, disait-il, il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. » Douce apprit toutes ces lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière les lettres A, B, C, D. Puis il les fixait des yeux et les oreilles rabattues et de temps à autre repoussant la mèche qui lui barrait le front. Il faisait grand effort pour se rappeler quelle lettre venait après, mais sans jamais y parvenir. Bel et bien, à différentes reprises, il retint E, F, G, H. Mais du moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes. À la fin, il décida d'en rester aux 4 premières lettres et il les écrivait 1 ou 2 fois dans la journée pour se rafraîchir la mémoire. Luby refusa d'apprendre l'alphabet, omit les 5 lettres de son nom. Elle les traçait fort adroitement avec des brindilles, puis les agrémentait d'une fleur ou deux et, avec admiration, en faisait le tour. Aucun des animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut aussi que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, étaient incapables d'apprendre par cœur les 7 commandements. Après mûre réflexion, Boule de Neige signifia que les 7 commandements pouvaient, après tout, se ramener à une maxime unique, à savoir 4 pattes, oui, 2 pattes, non. En cela, dit-il, réside le principe fondamental de l'animalisme. Quiconque en aurait tout à fait saisi la signification serait à l'abri des influences humaines. Tout d'abord, les oiseaux se rebiffaient, se disant qu'eux aussi sont des 2 pattes. Mais Boule de Neige les prouva les erreurs, disant « Les ailes d'oiseaux, camarades, étant des organes de propulsion, non de manipulation, doivent être regardés comme des pattes. Ça va de soi, et c'est la main qui fait la marque distinctive de l'homme, la main qui manipule, la main de la malignité. » Les oiseaux restaient quoi devant les mots compliqués de Boule de Neige, mais ils approuvaient sa conclusion, et tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur la nouvelle maxime. 4 pattes, oui, 2 pattes, non. Que l'un inscrivit sur le mur du fond de la grange au-dessus des 7 commandements et en plus gros caractères, une fois qu'il l'assure sans se tromper. Les moutons sont épris, et c'est souvent que couchés dans les champs, ils bêlaient en chœur « 4 pattes, oui, 2 pattes, non ».
et ainsi des heures durant sans se lasser jamais. Napoléon ne portait aucun intérêt aux commissions de boules de neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire que les animaux déjà d'âge mûr. Or, sur cette entrefaite, les deux chiennes, Constance et Fleur, mis bas peu après la finition, donnant naissance à 9 chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère, disant qu'il pourvoirait personnellement à leur éducation. Il les remisa dans un grenier où l'on n'accédait que par une échelle de la sellerie, et les y séquestra si bien que bientôt tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. C'est que chaque jour, le lait était mélangé à la pâtée des cochons. C'était le temps où les premières pommes commençaient à mûrir, et bientôt elles jonchaient l'herbe du verger. Les animaux s'entendaient au partage équitable qui leur semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la sellerie, au bénéfice des porcs. On entendit bien murmurer certains animaux, mais ce fit en vain. Tous les cochons étaient, sur ce point, entièrement d'accord, y compris Napoléon et Boule de Neige. Et Bri-Babi fut chargé des explications nécessaires. Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme, que nous attribuons des privilèges. Enfin, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi, camarades, que la science le démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir? Jonas reviendrait. Oui, Jonas. Assurément, camarade, s'exclama Bri-Babi, sur un ton presque suppliant, et il se balançait de côté et d'autre, feuilletant l'air de sa queue. Assurément, il n'y a pas un seul parmi vous qui désire le retour de Jonas. S'il était en effet quelque chose dont tous les animaux ne voulaient à aucun prix, c'était bien le retour de Jonas. Quand on leur présentait les choses sous ce jour, ils n'avaient rien à redire. L'importance de maintenir les cochons en bonne forme s'imposait donc à l'évidence. Aussi fut-il admis sans plus de discussion que le lait et les pommes tombées dans l'herbe, ainsi que celle, la plus grande partie, à mûrir encore, seraient prérogative des cochons.